Je m'excuse, hein. Donc, c'est toujours les problèmes liés au réseau. C'est pour ça que la vidéo était coupée. Donc, je vais reprendre là où on s'était arrêté, ou bien en tout cas là où ça s'est coupé. Je parlais donc du mécanisme, une troisième conception du corps, après les deux autres que j'ai évoquées, celle de Platon et celle d'Aristote. Je disais donc que dans la conception mécaniste, l'être vivant est assimilé à une machine qui fonctionne donc uniquement selon des lois physiques. Donc il n'y a aucun principe métaphysique ou spirituel à l'origine de la vie. Donc tout repose sur les lois physiques, tout repose sur des lois mécaniques uniquement. Donc ça, c'est la conception du mécanisme. Au-delà de ces trois conceptions que nous avons évoquées, dans la plupart des religions, notamment les religions révélées, on trouve quasiment la même chose que chez Platon. Donc le dualisme entre le corps et l'âme, ou bien entre le corps et l'esprit. Et également, dans ces religions, on trouve la même idée selon laquelle le corps n'est qu'une enveloppe périssable, et ce qui fait véritablement l'homme, ce qui fait l'identité de l'homme, c'est son âme. Et cette âme, c'est elle qui sera jugée devant Dieu le jour du jugement dernier. Donc c'est ce qu'on trouve aussi dans ces religions-là. On aurait pu peut-être évoquer, mais ce n'est pas peut-être on n'aura pas le temps ici, les conceptions du soufisme à propos de cette question de l'âme, notamment la question des différents types d'âmes qui sont conçus différemment que chez Aristote. Également, la question de la connexion entre l'âme et le corps chez les soufis. Il y a des thèses selon lesquelles il y a 7 points dans le corps humain par lesquels donc l'âme et le corps sont connectés. Et on a chez Descartes, par exemple, dans le discours de la méthode, la thèse ou l'hypothèse en tout cas selon laquelle l'âme et le corps seraient connectés à travers la glande pinéale. Je pense qu'il y a une partie du cerveau. Donc ça, ce n'est pas trop la peine d'y insister. Après cette problématique concernant l'âme et le corps, on peut évoquer également une question très importante et très actuelle sur la différence entre le corps sujet et le corps socialisé. Le corps sujet renvoie à cette conception évidente selon laquelle mon corps, il est à moi, il m'appartient, c'est à moi de décider l'attitude que je dois avoir envers mon corps, c'est à moi de décider ce que je peux faire ou ne pas faire avec mon corps, mais également par le fait que notre présence au monde et la plupart des manifestations de notre sensibilité, de notre sentimentalité, de notre intelligence, etc., tout cela, de notre émotivité, ça se manifeste à travers notre corps. Nos émotions, nos sentiments, nos états d'âme se manifestent à travers notre corps, mais également, de l'autre côté, dans notre relation avec autrui, le corps est primordial. Parce que sans le corps, il n'y a aucune communication, aucun contact, aucune coopération possible. Dans les croyances, par exemple, ou dans les cultures où on considère que les morts ne sont pas morts et que leur esprit est là quelque part, ce n'est pas évident en tant qu'être corporel de pouvoir entrer en contact avec ces esprits, même s'il y a des possibilités. Mais scientifiquement, cette possibilité n'est pas reconnue. Ça poserait un débat. Donc, notre présence dans la société, l'expression même de notre vitalité, c'est-à-dire le fait que nous soyons vivants, ça s'exprime à travers notre corps. Donc, mon corps, c'est moi. Je suis mon corps. Je suis un individu à travers mon corps.
je suis membre d'une famille à travers mon corps, j'occupe un statut ou un poste dans la société à travers mon corps d'abord, j'ai des interactions avec le monde, avec les êtres humains, etc., avec mon corps. Et dans ce corps-là, il y a surtout une partie qui joue un rôle primordial dans cette relation à autrui, c'est le visage. Le visage et encore plus particulièrement le regard. Effectivement, le partie du corps qui exprime le plus, en tout cas de façon beaucoup plus explicite, notre vie intérieure dans une certaine mesure. Donc tout ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de la pensée, au niveau de l'âme, etc., tout cela apparaît de façon beaucoup plus explicite à travers le visage. C'est pour ça que on peut connaître ou deviner l'humeur d'une personne, l'état intérieur d'une personne, n'est-ce pas, le sentiment ou les émotions d'une personne, simplement à travers les expressions de son visage. Et ce sont des expressions très diverses. Dans l'autre sens, ce que j'avais dit au départ, la notion de corps-sujet renvoie aussi à cette liberté que j'ai, comme je l'avais dit, à l'égard de mon corps. Donc, puisque le corps m'appartient, il est ma propriété privée, donc je peux en faire ce que je veux, et je peux en faire ce que je veux signifie que d'une certaine manière, je peux m'habiller comme je veux, marcher comme je veux, me faire des tatouages, faire des piercings, etc. Dans le manuel de philo, vous avez la photo d'un homme qui a mis des tatouages et des piercings quasiment. Et on peut dire que dans le monde actuel, la loi dans le pays du monde, parce que c'est son corps, musée dans une certaine mesure comme il le veut. Mais dans l'autre sens, on parle de corps socialisé parce qu'effectivement, la construction, tout humain est membre d'une société et dans une société, on est toujours soumis à des règles, à des normes, à un certain moral, traditionnel, culturel, etc. Et ces règles-là, donc, s'appliquent sur l'individu principalement à travers son corps. Raison pour laquelle, à travers l'éducation, et inculque à l'individu un ensemble de façons de faire, de façons d'être, de façons de se tenir par rapport au corps, que ce soit la façon de s'habiller, la façon de manger, la façon de marcher, la façon de parler, et même la façon de se coiffer, etc. Donc tout ce que je peux faire, tout ce que toutes les relations en tout cas que je peux avoir, ou toutes les attitudes que je peux avoir envers mon corps sont contrôlées par la société, sont déjà dictées par la société. Donc c'est comme si on me dit ta liberté envers ton corps est limitée. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps. Il y a des choses que tu as le droit de faire et d'autres que tu n'as pas le droit de faire. Et on retrouve ce déterminisme social dans toutes les sociétés, mais dans des formes différentes, bien sûr, parce qu'il y a le relativisme culturel. Toujours dans le manuel de philo, à côté de l'image dont je vous parlais, de l'homme qui a fait tous ces piercings sur son visage, on peut évoquer une autre image, celle des femmes musulmanes voilées, qui peut illustrer, même si ce n'est pas forcément le cas, parce que la question se pose, est-ce que les femmes se voilent volontairement ou bien elles sont forcées à le faire? Ce n'est pas la même chose dans les deux cas. Mais en général, on considère que les femmes musulmanes se voilent parce que c'est obligatoire dans la religion musulmane et que dans les sociétés musulmanes, en général, on leur impose, ou en tout cas on leur demande, ou on exige de leur part qu'elles mettent le voile.
Et donc, ce voile qui est porté par les femmes a créé beaucoup de débats dans certains pays comme la France. Certains disant que c'est le signe de la soumission de la femme, c'est-à-dire que donc la femme musulmane est traitée comme une esclave, c'est pour ça qu'on la force à se voiler. D'autres disant qui se voilent, c'est elles-mêmes qui ont choisi de porter le voile parce que c'est un devoir religieux et que c'est leur propre décision. Personne ne les a forcés, personne ne les a obligés à le faire. Mais là, ça permet d'illustrer donc cet aspect du déterminisme social sur le corps humain. Ce déterminisme social va jusqu'à marquer le corps humain, marquer de son empreinte. Voilà, marquer qui signifie apposer une marque. De la même, vous voyez un téléphone Samsung, vous avez la marque de Samsung sur ce téléphone. Vous avez la marque de Nike sur les chaussures et les sacs Nike. Vous avez la marque de Coca-Cola sur les bouteilles de boissons. De la même manière, les sociétés traditionnelles marquaient physiquement l'individu pour qu'il soit identifiable à travers symboliques. Parmi ces blessures symboliques, on a les tatouages, on a les scarifications, on a également des formes de piercing et d'autres. Il y en a même qui sont assez, on peut dire, extravagants ou en tout cas assez particuliers dans certaines sociétés, comme chez les Maasai, par exemple. Il y a les boucles d'oreilles qui sont portées par les femmes et qui étirent leurs oreilles vers le bas. Il y a les disques aussi qu'on retrouve chez les peuples du sud-est de l'Éthiopie, dans la vallée de l'Omo. Par exemple, les femmes qui portent des disques comme les CD sur les lèvres. Ça, c'est symbolique, c'est-à-dire c'est par la société.